Alors, tu as mentionné une des pistes qui est de creuser comment apprendre des modèles génératifs du monde, et notamment dans l'interaction physique avec le monde, quelles sont les conséquences de nos actions, qu'est-ce que ça produit comme effet sur le monde. Dans un papier d'opinion, je crois, de l'année dernière, tu as proposé toute une architecture et de voir comment les choses. Et une chose que j'ai notée, c'est que toi, tu proposes il faudrait un grand modèle génératif. Alors, ça soulève plein de questions. Il y a peut-être, parce qu'il y a aussi des défauts d'avoir plein de modèles différents. Donc, tu dis effectivement d'avoir un modèle spécifique à chaque tâche, bah, c'est pas forcément efficient d'un point de vue computationnel. Mais on pourrait se dire, il y a aussi la question de plusieurs échelles, parce que parfois, il faut raisonner avec des choses qui vont se succéder à l'échelle de quelques secondes, mais parfois, il y a des choses qui ont des conséquences à des plus longs délais ou à une échelle spatiale différente. Au fond, est-ce que, comment il faut faire pour gérer finalement ces différentes échelles, ces différentes sous-tâches ou skills qui pourraient être Oui. appris en lien avec un modèle? Alors, deux ou trois choses. La première chose que je voudrais corriger, c'est que ce n'est pas un modèle génératif. Pardon, non, un modèle interne du monde, je voulais dire. Oui, j'ai dit Voilà, modèle voilà, génératif. voilà. Oui, oui, bien sûr. Non, donc Ouais, non génératif dans l'espace oui, oui. d'entrée, mais effectivement, on pourrait dire génératif dans un espace de représentation, c'est-à-dire que toutes les prédictions se passent dans les espaces de représentation. Donc, il y a une version de cette architecture, donc que j'appelle JEPA, hein, qui peut être entraînée par autosupervision, simplement en observant le monde. Et puis, si on veut un modèle causal, c'est-à-dire qui puisse prédire les conséquences des actions de l'agent, il faut que l'agent, effectivement, puisse faire une action sur le monde, observer le résultat et ensuite entraîner son modèle à prédire le résultat. Avoir un modèle de ce type-là permettrait de faire de la planification et ça devient vraiment, ça rentre complètement dans le cadre classique de commande optimale, Mm. Model Predictive Control, MPC. Mais ce que je propose après, c'est une version hiérarchique de ça, c'est-à-dire dans lequel les représentations ne sont pas à un niveau, mais à plusieurs niveaux, et dans lequel la prédiction à un haut niveau d'abstraction permet de faire de la prédiction à plus long terme. Donc, par exemple, si je planifie d'aller de New York à Paris, je suis en fait à Paris là aujourd'hui, mais si je prévois d'aller de New York à Paris, euh, la première chose que je fais, c'est décomposer ça en deux sous-tâches. D'abord, attraper un taxi pour aller à l'aéroport, et puis c'est la meilleure manière de faire à New York, malheureusement. Et puis ensuite, prendre un avion pour Paris. Bon. Euh, donc maintenant, j'ai une première sous-tâche qui est euh, aller à l'aéroport. Pour aller à l'aéroport, enfin pour attraper un taxi. Donc pour attraper un taxi, il faut que je descende dans la rue et que j'appelle un taxi. Comment je descends dans la rue? Il faut que je me lève de ma chaise, que j'aille vers l'ascenseur ou l'escalier, que je descende, etc. Comment je me lève de ma chaise, etc. Donc on peut tout décomposer jusqu'à ce qu'on arrive à des actions élémentaires de contrôle musculaire qui doivent être planifiées milliseconde par milliseconde. Et mais on ne peut pas faire la planification au niveau le plus bas de contrôle musculaire de toute la trajectoire entre être assis dans son bureau à New York et arriver à Paris. Pas possible. Mm. Donc, il faut nécessairement faire cette décomposition hiérarchique. Alors, la question, c'est combien de cette décomposition hiérarchique peut-on contenir dans notre cortex préfrontal, dans notre modèle du monde? Est-ce qu'il faut faire ces décompositions hiérarchiques avec un modèle hiérarchique ou est-ce que au contraire, il faut simplement un modèle un petit peu plus simple, mais qui est configurable à la situation qu'on considère. Donc là, j'en viens un peu à répondre à la question, qui est, euh, il y a un avantage à avoir en fait un moteur de modèle du monde unique, dans, dans notre cas, dans le cortex préfrontal, pour une machine, on ne sait pas encore, et, et qui serait configurable pour la tâche à accomplir. Et la raison d'avoir un modèle unique ou disons en petit nombre est que on fait des économies d'échelle, c'est-à-dire que toutes les situations qu'on rencontre ont toutes quelque chose en commun. Elles se déroulent dans le monde réel ou elles ont à voir avec des interactions avec des humains ou d'autres agents, etc. Donc notre modèle du monde en fait a une certaine logique interne due à la logique interne du monde. Donc il est probablement un peu trop il serait probablement inefficace en fait d'avoir un modèle complètement séparé dans notre tête pour toutes les situations qu'on a rencontrées, euh, par opposition à un modèle unique qui serait configurable et qui pourrait réutiliser les composantes et les propriétés qui sont communes à tous les problèmes auxquels on doit faire face. La logique est toujours la logique, etc. Euh, le monde tridimensionnel est toujours tridimensionnel, la physique intuitive est toujours la physique intuitive. Bon, il y a
des variations, bien sûr, qui sont un peu déroutantes quand on est dans l'espace en gravité zéro, mais bon, ou dans un jeu vidéo dans lequel la physique est complètement changée. Mais on peut s'adapter à ça. Et en fait, il y a un petit peu d'indices qui montreraient que les humains, en fait, ont une sorte de modèle unique. Et cet indice est le fait qu'on ne peut résoudre qu'une tâche consciente à la fois. C'est-à-dire, quand on se focalise sur une tâche, on ne peut résoudre que cette tâche, à l'exception de toutes les autres. On peut faire plusieurs tâches subconscientes à la fois, mais une seule tâche consciente. Donc, ça tendrait à suggérer qu'on a un modèle du monde qui nous permet de prédire les conséquences de nos actions et qui nous permet de planifier. Ah, c'est une question intéressante parce que, bon, alors c'est vrai qu'il y a des avantages et des inconvénients dans chaque sens. C'est-à-dire, si on a plein de modèles séparés, comment on généralise? Donc, s'il y a un modèle qui Oui, contient quelque chose de physique intuitive et qu'on ne l'a pas dans l'autre, c'est dommage, il faut le réapprendre. Donc après, on peut imaginer quand même que dans des périodes offline, pendant le rêve ou autre, on réassemble des choses, on trouve des points communs et peut-être que ça irait dans le sens de construire aussi une représentation unique. Et puis à l'inverse, il y a quand même aussi des coûts, il me semble, tels que, enfin des conséquences telles que par exemple des interférences quand on a un seul modèle qui peut faire que quelque chose qui se passe à une autre échelle ou pour une autre tâche peut venir interférer avec la décision qu'on va prendre là, et ça oui. peut, dans certains cas, ne pas être approprié. Est-ce que tu penses, enfin, comment tu proposes de gérer ça dans ta Alors, je ne vision? sais pas. Donc, D'accord. dans ma proposition, dans l'article que tu mentionnes, dont le titre est A Path Towards Autonomous Machine Intelligence. Alors, je l'appelle plus Autonomous Machine Intelligence maintenant, intelligence des machines autonomes, parce que ça fait peur aux gens quand on dit Mhm. intelligence autonome. J'appelle ça Objective Driven Mhm. AI. Donc, c'est l'idée que le comportement du système, en fait, est piloté par des objectifs que le système doit optimiser, des fonctions objectives qu'il doit minimiser, en fait, à travers ses actions. Euh, et, euh, et ça rend le système non seulement pilotable, mais aussi euh, plus sécurisé. C'est-à-dire qu'on peut mettre dans ces fonctions d'objectifs des rambardes qui empêchent que le système fasse des choses un peu folles qui sont contraires à l'intérêt de l'utilisateur, par exemple. Et on est très familier de ce genre de choses pour la commande optimale. Par exemple, on met des limites à je sais pas, à la poussée d'un moteur fusée ou des choses comme ça qui sont des limites dures, des contraintes en fait sur les commandes et puis sur ce qu'on peut faire pour éviter les désastres. Donc c'est euh, un petit peu la même chose. Et, je ne donne pas dans cet article de solutions sur comment dynamiquement configurer le modèle du monde pour l'adapter à la tâche considérée. Donc j'ai un module en haut qui s'appelle Oui. configurateur qui est censé configurer la fonction du modèle du monde. Comment faire ça Bon, alors maintenant, on a des méthodes qui sont quand même bien. C'est-à-dire avec les transformers, on a une architecture qui est configurable intrinsèquement. C'est-à-dire qu'on peut prendre une architecture de transformer, séparer son entrée, donc qui est une série de vecteurs, hein, en deux sections, utiliser une section comme étant la vraie entrée et l'autre section comme étant des variables de configuration Mhm. qui pilotent et qui changent la relation entrée-sortie du reste du réseau, en fait. Donc, ça nous donne un outil assez simple. Il y a plusieurs manières de faire ça. Il y a une autre idée qu'on appelle les hyper-réseaux, hyper-networks, mais qui est beaucoup moins efficace par certains côtés. Donc, ça me donne un outil, en fait, c'est ce que je recommande dans l'article, c'est d'utiliser en fait des architectures à la transformer, des choses un petit peu similaires pour le prédicteur, le modèle prédictif. Mhm. Alors, il y a un deuxième ingrédient dans cet article que tu proposes et qui sont des choses qui sont très étudiées en robotique développementale. Alors justement, le côté apprentissage ouvert tout au long et réutiliser des connaissances apprises dans un contexte vers l'autre, avec des inspirations de psychologie cognitive, bien sûr. Cette notion de motivation intrinsèque, Oui, et donc de développer des motivations initiales du système pour qu'il puisse être curieux d'acquérir des connaissances et se définir ensuite lui-même des sous-buts pour pouvoir éventuellement satisfaire ses motivations. Mais qui est une question très difficile. Comment définir des sous-buts pertinents? Alors, qu'est-ce que tu oui. proposes, toi, dans ce sens-là? Oui, alors c'est pareil, j'ai pas de réponse très claire, si ce n'est des exemples qui montrent que dans certains critères, certains objectifs de ce type-là, dans certains contextes, conduisent le système à apprendre des représentations qui sont appropriées. Euh,
Mais bon, le gros avantage des objectifs intrinsèques, c'est que, à la différence d'objectifs externes, donc qu'utilisent les gens qui travaillent en apprentissage par renforcement, par exemple. Dans l'apprentissage par renforcement, il y a un objectif, mais l'objectif est inconnu de l'agent. La seule manière pour l'agent de connaître l'objectif, c'est de prendre une action dans le monde et d'attendre que le monde lui donne une récompense ou une punition, quoi. Enfin, un scalaire qui lui dit la réponse était bonne ou pas bonne. Et ça, c'est extrêmement inefficace. C'est ce qui m'a conduit à dire que l'apprentissage par renforcement ne peut être que la cerise sur le gâteau, parce que c'est tellement inefficace au niveau quantité d'essais et d'erreurs, quantité d'exemples, que ça ne peut pas représenter en fait le principal de l'apprentissage dans le monde réel. Ça marche bien pour les jeux parce qu'on peut jouer des millions de parties en quelques heures, mais ça ne marche pas dans les environnements réels. Donc, à la différence d'objectifs inconnus qu'on doit interroger en prenant une action, un objectif intrinsèque est une fonction qui est calculée par l'agent lui-même. Et qui donc, c'est un autre réseau neurone qui doit être différenciable. Donc, on peut rétropropager des gradients à travers. Donc, on peut essayer de prendre des actions qui optimisent ces objectifs. On peut les utiliser pour rétropropager des gradients pour entraîner des modèles de perception, de prédiction, etc. Donc, c'est beaucoup, beaucoup plus efficace si on peut conduire un système à apprendre des concepts à partir de motivations intrinsèques. Et bon, bien sûr, je suis loin d'être le premier à proposer. Enfin, Pierre-Yves Oudéier travaille là-dessus depuis très longtemps. Puis pas mal de gens, en fait, ont proposé ce genre de choses aussi. Et puis en commande optimale, c'est un petit peu la même chose. Mais donc, c'est pas une idée nouvelle, mais disons, la présenter comme étant une espèce d'ingrédient essentiel par opposition à l'apprentissage par renforcement, je pense, est quelque chose sur lequel il faut se focaliser, quoi, parce que ça permet l'apprentissage autosupervisé. Donc, je vais donner juste un exemple. On a travaillé sur une méthode récemment dont je parle un peu dans l'article, qui s'appelle VICREG. Ça veut dire variance, invariance, covariance, régularisation en anglais. Et en fait, cette méthode consiste à entraîner une de ces architectures de joint embedding, dans lequel on prend une image distordue, par exemple. On les fait tourner toutes les deux, on les passe par deux copies d'un réseau de neurones, mais ils n'ont pas besoin d'être identiques, ils peuvent être différents. Et en fait, ça peut être une image et de l'audio, ça peut être des choses différentes. Mais bon, peu importe, dans un cas simple, deux images, des vues différentes de la même scène, par exemple. Et ce qu'on veut, c'est que, à cause du fait que le contenu est identique, que les représentations soient aussi identiques. Donc, on peut entraîner le système à produire des représentations identiques pour ces paires d'images qu'on lui donne. Malheureusement, si on fait que ça, le système collapse, dégénère. Il produit en fait des représentations qui sont constantes. Il ignore les entrées complètement. Et comme ça, les représentations sont toujours identiques. Donc, il faut un moyen d'éviter ce collapse. Et il y a deux classes de méthodes pour ça. Une classe de méthode, c'est ce qu'on appelle les méthodes contrastives, qui consiste à montrer aussi des paires d'images qui sont différentes et repousser les représentations calculées les unes des autres durant l'apprentissage. En fait, ça, c'est une très vieille idée que j'ai proposée en 1993 dans le contexte de ce qu'on appelait les réseaux siamois, donc de réseaux identiques, pour apprendre des embeddings, en fait, des représentations d'images qu'on puisse comparer par la suite. Et puis qui a été un petit peu ravivé par un article dont Jeff Hinton est co-auteur, qui s'appelle SimClear, donc il y a aussi une méthode contrastive. Et puis il y en a d'autres, CPC, etc. Mais en fait, je suis devenu assez négatif sur ces méthodes contrastives parce qu'elles ne marchent pas très bien en haute dimension. C'est-à-dire, si la représentation est relativement haute dimension, il faut beaucoup d'exemples contrastifs pour arriver à repousser toutes les représentations les unes des autres. Donc, cette idée de VICREG, en fait, est différente. Elle consiste à essayer de maximiser le contenu informationnel de la représentation, en s'assurant que chacune des variables de la représentation n'est pas constante, en mettant un critère sur sa variance sur un certain nombre d'exemples, et puis aussi en décorrélant des paires de variables, de manière à ce que le contenu informationnel du vecteur soit un peu maximisé. Et c'est un peu douteux au niveau mathématique parce que ça consiste à pousser vers le haut
une estimation du contenu informationnel qui est en fait une bande supérieure et pas inférieure. Mais bon, ça marche à peu près bien. Donc on est assez content de cette méthode. Il y a d'autres méthodes différentes en fait pour empêcher le collapse. Une méthode qu'on a proposée récemment qui s'appelle IJPA, donc ImageJPA. Mais bon, ça n'a rien à voir avec l'image, c'est utiliser une méthode de masquage. Et puis quelques autres proposés par des collègues ici à Paris qui s'appellent Dino, Dino V2 en particulier. C'est une autre méthode encore pour empêcher le collapse. Il y en a en fait une bonne douzaine comme ça. Mais je pense que c'est là que c'est dans cette direction-là qu'il faut se diriger, à mon avis. Et dans ce que tu dis, il y a eu aussi quelque chose un peu complémentaire, dans des directions à creuser. Quelque part, quand je t'entends, j'entends une opposition entre apprentissage par renforcement, motivation intrinsèque. Alors quelque part, on peut se dire, de l'apprentissage par renforcement, il y a une mécanique, l'apprentissage par, erreur de prédiction, où d'ailleurs, si on le transforme sous forme probabiliste, ça commence à devenir comme de l'inférence bayésienne, l'active Oui, inference, c'est finalement pas si différent. Et il y a la notion qu'on peut combiner plusieurs objectifs. On peut être multi-objectifs, tout à avec fait. des Oui. choses, extrinsèques. Des fois, j'acquiers de l'énergie quand je mange, de la nourriture. Des fois, j'acquiers de la connaissance parce que je réduis une incertitude dans mes représentations internes. Finalement, il peut y avoir aussi des récompenses de type social, hein. Et tu le Bien dis sûr. d'ailleurs dans ton article, hein, tu parles de l'empathie, voir quelqu'un d'autre sourire et autres. Et donc, il me semble qu'il y a quelque chose d'assez prometteur dans les directions à creuser, dans la façon d'articuler différents objectifs. Comment toi, tu vois les choses, là-dessus? Alors, je pense qu'il faut faire une distinction à peu près claire. Alors, les gens qui travaillent sur l'apprentissage par renforcement et qui essaient de l'appliquer au monde réel, à la robotique, par exemple, eux voient tout ce que je raconte comme une branche particulière de l'apprentissage par renforcement. Mais moi, je trouve que c'est conceptuellement différent, donc c'est pour ça que je ne l'appelle pas Mmh. comme ça. Donc, pour moi, il y a deux composantes dans l'apprentissage par renforcement. La première composante, enfin, il y a trois composantes en fait. La première composante, c'est le fait que l'objectif qu'on veut optimiser n'est pas connu. Donc, on ne peut pas rétropropager des gradients à travers. Mmh. Et en fait, les méthodes qui marchent le mieux en apprentissage par renforcement consistent à entraîner un critique, qui est en fait une approximation différenciable de la fonction de coût qu'on veut minimiser Mmh mh, mmh. euh, et qu'on entraîne dynamiquement. Donc, c'est cette première chose. La deuxième, c'est le caractère séquentiel, c'est-à-dire le fait que quand on prend une action, ça va déterminer ce qu'on va voir. Et donc, ce n'est pas comme une situation classique de machine learning où les exemples qu'on voit sont indépendants les uns des Oui, autres. Là, il y a une dépendance ouais. qui est due à ce caractère, Séquentiel, caractère quoi. Ouais. séquentiel. Mmh. Et puis la troisième composante, qui n'est pas nécessaire à l'apprentissage par renforcement, mais qui est quasiment universellement utilisée, c'est l'apprentissage d'une politique, policy en anglais. Donc, l'apprentissage d'une fonction directe qui, à partir de l'état, propose Une une action. action ou une Mmh. distribution sur les actions. Et ça, alors là, il y a deux composantes. Donc, cette composante de la policy, en fait, est différente de l'idée de planification par MPC, par exemple. Mmh. MPC n'a pas besoin de policy. Mmh. On a juste besoin d'un modèle et d'une méthode d'optimisation qui nous permet de trouver la séquence d'actions qui minimise le coût. Si le coût est connu, c'est facile à faire par méthode à base de gradient. Si le coût n'est pas connu ou est discret, c'est-à-dire n'est pas pas différenciable facilement, on est obligé d'utiliser de la recherche arborescente ou MCTS ou de programmation dynamique ou l'optimisation combinatoire. Donc, ça va être plus compliqué. Enfin, là, on retombe dans l'IA classique de recherche, recherche de solutions et planification. Mais si on peut rendre tous les modules différenciables, à ce moment-là, on peut utiliser des méthodes de planification par descente de gradient. Et là, on n'a pas besoin de policy. Mmh. Donc, il y a une différence fondamentale entre la commande optimale, MPC, et reinforcement learning, apprentissage par renforcement, dans lequel on apprend une Mmh. policy. Je propose de ne pas apprendre de policy, Mmh. sauf, en tout cas pas au début. Bien sûr, il y a un phénomène qui se passe chez les humains, chez les animaux aussi, c'est que quand on fait face à une tâche nouvelle, on utilise notre modèle du monde, etc. On prête attention à la tâche, on, on dévoue toute notre attention à cette tâche. On ne peut pas faire autre chose en même temps. Par exemple, apprendre à conduire, ou à piloter un avion, ou même à faire du vélo ou du ski. Et puis, au bout d'un moment, on devient habitué et on peut le faire, cette tâche, de manière subconsciente. On peut, après une cinquantaine d'heures de pratique, on peut conduire une voiture et parler à quelqu'un en même temps, ce n'est pas un problème. Ce qu'on ne peut pas faire au début. Et ça tend à suggérer qu'il y a un processus
un peu automatique dans le cerveau qui compile une capacité système 2 en une policy réactive système 1. Mmh. Et ça, c'est une bonne manière, en fait, d'engranger des, euh, des, des compétences et de pouvoir réagir rapidement et simplement sans avoir à chaque fois à mettre en œuvre notre modèle du monde qui est un peu compliqué. Absolument, ouais. Et puis en neurosciences, justement, il y a toute une branche de recherche sur comment ça se passe dans le cerveau, la bascule entre ces 2 systèmes. Ouais. Dans quelles conditions on considère que ce qu'on a appris, qu'on a automatisé est satisfaisant, on peut basculer? Quand est-ce qu'il faut au contraire l'abandonner? Et on voit des situations, nous humains d'ailleurs, on anthropomorphise un peu la discussion, en lien à l'IA, mais vu qu'il y a des liens avec les neurosciences, on l'a souligné, ça peut être intéressant. Il y a des fois où on persiste dans un automatisme qui n'est plus approprié, donc il y a des Oui. choses intéressantes dont on peut s'inspirer.